de la simple récitation et de la déclamation. Les premiers hommes qui ont fait des vers ont dû s'apercevoir que la récitation donnait une force aux vers qui n'ont pas quand on les lit soi-même sur le papier où ils sont écrits. Ils auront donc mieux aimé réciter leurs vers que de les donner à lire. L'harmonie des vers qu'on récite flatte l'oreille et augmente le plaisir que le sens des vers est capable de donner. Au contraire, l'action de lire est en quelque façon une peine. C'est une opération que l'œil apprend à faire pour le secours de l'art et qui n'est accompagnée d'aucun sentiment agréable, comme est celui qui naît de l'application des yeux sur les objets que nous offrent des tableaux. Ainsi que les mots sont les signes arbitraires de nos idées, de même les différents caractères qui composent l'écriture sont les signes arbitraires des sons dont les mots sont composés. Il est donc nécessaire quand nous lisons des vers que les caractères des lettres réveillent d'abord l'idée des sons dont ils se trouvent être les signes arbitraires, et il faut ensuite que les sons des mots qui ne se trouvent être eux-mêmes que des signes arbitraires réveillent les idées attachées à ces mots. Avec quelque vitesse et quelque facilité que ces opérations se fassent, elles ne sauraient se faire aussi promptement qu'une seule opération. C'est ce qui arrive dans la récitation où le mot que nous entendons réveille immédiatement l'idée qui est liée avec ce mot. Je n'ignore pas qu'une belle édition dont les caractères bien taillés et bien noirs sont rangés dans une proportion élégante sur du papier d'un bel œil ne fasse un plaisir sensible à la vue. Mais ce plaisir plus ou moins grand, suivant le goût qu'on peut avoir pour l'art de l'imprimerie, est un plaisir à part et qui n'a rien de commun avec l'émotion que cause la lecture d'un poème. Ce plaisir cesse même dès qu'on applique son attention à la lecture, et l'on ne s'aperçoit plus alors de la beauté de l'impression que par la facilité que les yeux trouvent à reconnaître les caractères et à rassembler les mots. Considérer le Virgile imprimé par les Elzévirs comme un chef-d'œuvre d'impression, ou lire les vers de Virgile pour en sentir les charmes, ce sont deux actions très distinctes et très différentes. Il s'agit ici de la dernière. Elle n'est pas un plaisir par elle-même. Elle est si peu un plaisir, elle nous fait sentir si peu l'harmonie du vers que l'instinct nous porte à prononcer tous les vers que nous ne lisons que pour nous-mêmes, lorsqu'il nous semble que ces vers doivent être nombreux et harmonieux. C'est un de ces jugements que l'esprit fait par une opération qui n'est pas préméditée et que nous ne connaissons même que par une réflexion qui nous fait retourner, pour ainsi dire, sur ce qui s'est passé dans nous-mêmes. Telles sont la plupart des opérations de l'âme dont nous avons parlé et la plupart de celles dont nous devons parler encore. La récitation des vers est donc un plaisir pour nos oreilles, au lieu que leur lecture est un travail pour nos yeux. En écoutant réciter des vers, nous n'avons pas la peine de lire, et nous sentons leur cadence et leur harmonie. L'auditeur est plus indulgent que le lecteur parce qu'il est plus flatté par les vers qu'il entend que l'autre par ceux qu'il lit. N'est-ce pas reconnaître que le plaisir d'entendre la récitation en impose à notre jugement que de remettre à prononcer sur le mérite d'un poème qui nous a plu en l'entendant réciter jusqu'à la lecture que nous en voulons faire, comme on dit l'œil sur le papier. Il faut, disons-nous, ne point compromettre son jugement, et souvent la récitation en impose. L'expérience que nous avons de nos propres sens nous enseigne donc que l'œil est un censeur plus sévère, qu'il est pour un poème un scrutateur bien plus subtil que l'oreille, parce que l'œil n'est pas exposé dans cette occasion à se laisser séduire par son plaisir comme l'oreille. Plus un ouvrage plaît, moins on est en état de reconnaître et de compter ses défauts. Or, l'ouvrage qu'on entend réciter plaît plus que l'ouvrage qu'on lit dans son cabinet. Aussi voyons-nous que tous les poètes, ou par instinct ou par connaissance de leur intérêt, aiment mieux réciter leurs vers que de les donner à lire. Même aux premiers confidents de leur production, ils ont raison s'ils cherchent des louanges plutôt que des conseils utiles. C'était par la voie de la récitation que les anciens poètes publiaient ceux de leurs ouvrages qui n'étaient pas composés pour le théâtre. On voit par les satires de Juvénal qu'il se formait à Rome des assemblées nombreuses pour entendre réciter les poèmes que leurs auteurs voulaient donner au public. Nous trouvons même dans les usages de ce temps-là une preuve encore plus forte du plaisir que donne la simple récitation des vers qui sont riches en harmonie. Les Romains, qui joignaient souvent d'autres plaisirs au plaisir de la table,
faisait lire quelquefois durant le repas Homère, Virgile et les poètes excellents, quoique la plupart des convives dussent savoir par cœur une partie des vers dont on leur fait entendre la lecture. Mais les Romains comptaient que le plaisir du rythme et de l'harmonie devait suppléer au mérite de la nouveauté qui manquait à ces vers. Juvenal promet à l'ami qu'il invite à venir manger le soir chez lui, qu'il entendra lire les vers d'Homère et de Virgile durant le repas, comme on promet aujourd'hui aux convives une reprise de Brelan après le souper. Si mon lecteur, dit-il, n'est pas des plus habiles dans sa profession, les vers qu'il nous lira sont si beaux qu'ils ne laisseront pas de nous faire plaisir. Notre souper nous donnera aujourd'hui des plaisirs d'une autre qualité. On y récitera des vers de l'auteur de l'Iliade et des poèmes de Virgile aux accents si sublimes qu'on ne sait à qui discerner la palme. Des vers comme ceux-là, qu'importe de quelle voix ils sont lus. Dès que la simple récitation ajoute tant d'énergie au poème, il est facile de concevoir quel avantage les pièces qui se déclament sur un théâtre tirent de la représentation. Les acteurs de théâtre qui ajoutent tant de grâce, même aux meilleurs poètes, que nous trouvons infiniment plus de plaisir à entendre des vers qu'à les lire. Et certaines œuvres, même détestables, captivent l'auditoire au point qu'elles sont même souvent accueillies sur la scène, alors qu'elles ne trouvent pas place dans nos bibliothèques. Si ceux qui trouvent les comédies de Terence froides les avaient vues représentées par des comédiens qui mettaient du moins autant de vivacité dans leur action que les comédiens italiens, ils changeraient de sentiment. Pour revenir à Quintilien, qui voudrait mettre dans son cabinet les vendanges de Suresnes, s'il fallait faire copier cette comédie, comme il aurait fallu la faire copiant de son temps, où l'art de l'impression n'était pas encore inventé. Cependant, la représentation de cette farce nous divertit. L'appareil de la scène nous prépare à être émus et l'action théâtrale donne une force merveilleuse au vers. Comme l'éloquence du corps ne persuade pas moins que celle des paroles, les gestes aident infiniment la voix à faire son impression. L'instinct naturel nous l'apprend en nous enseignant que ceux qui nous écoutent parler sans nous voir ne nous entendent qu'à demi. En effet, la nature a assigné un air de visage et un geste particulier à chaque passion, à chaque sentiment. En effet, à tout mouvement de l'âme correspond en quelque sorte naturellement son expression de physionomie, son accent et son geste propre. Chaque passion a de même un ton particulier et une expression particulière sur le visage. Le premier mérite du déclamateur est celui de se toucher lui-même. L'émotion intérieure de celui qui parle jette un pathétique dans ses tons et dans ses gestes que l'art et l'étude n'y sauraient mettre. On est prévenu pour l'acteur qui paraît être ému lui-même. On se prévient contre celui qu'on reconnaît n'être point ému. Or, je ne sais quoi de froid dans les exclamations, de forcé dans le geste et de gêné dans la contenance décèle toujours l'acteur indolent, pour un homme que l'art seul fait mouvoir et qui voudrait nous faire pleurer sans ressentir lui-même aucune affliction, caractère odieux et qui tient quelque chose de celui d'imposteur. Si tu veux me faire pleurer, il faut que toi-même tu aies d'abord éprouvé du chagrin. Tous ceux qui exercent un de ces arts dont le but est d'émouvoir les autres hommes doivent s'attendre à être jugés suivant la maxime d'Horace que pour faire pleurer les autres, il faut être affligé. On imite mal une passion qu'on ne feint que du bout des lèvres. Pour la bien exprimer, il faut que le cœur en ressente du moins quelques légères atteintes. Nous devons nous identifier à ceux que nous plaignons, d'avoir souffert des infortunes graves. Immériter, amers, ne pas plaider leur cas comme une affaire étrangère, mais assumer pour un temps cette douleur. Je conçois donc que le génie qui forme les excellents déclamateurs consiste dans une sensibilité de cœur, qui les fait entrer machinalement, mais avec affection, dans les sentiments de leur personnage. Il consiste dans une disposition mécanique à se prêter facilement à toutes les passions qu'on veut exprimer. Quintilien, qui avait cru que sa profession d'enseigner l'art d'être éloquent le mettait dans l'obligation d'étudier les mouvements du cœur humain, du moins autant que les règles de la grammaire, dit que l'orateur qui touche le plus, c'est celui qui se touche lui-même davantage. C'est celui qui se sera fait une image nette du sujet qui aura le plus d'influence sur les sentiments. Dans un endroit, il dit, en parlant de l'imitation des mouvements des passions que fait l'orateur dans sa déclamation, ou des passions que l'on imite pour les représenter, que l'essentiel pour le déclamateur, c'est de s'échauffer l'imagination en se représentant vivement à lui-même les objets de la peinture.
desquels il prétend se servir pour émouvoir les autres, c'est de se mettre à la place de ceux qu'il veut faire parler. D'abord, il faut être bien affecté et concevoir des images du sujet et être ému comme par des faits réels. Tous les orateurs et tous les comédiens que nous avons vus réussir éminemment dans leur profession étaient des personnes nées avec la sensibilité dont je viens de parler. L'art ne la donne point. Sans elle, néanmoins, le beau son de voix et tous les autres talents naturels ne sauraient former un grand déclamateur. On peut faire dans tous les temps sur les bons acteurs la même observation que Quintilien faisait sur eux qui jouaient de son temps. C'est que ces acteurs avaient encore les larmes aux yeux au sortir de la scène lorsqu'ils venaient d'y jouer quelque endroit bien intéressant. J'ai souvent vu moi-même des acteurs de tragédie et même des comédiens sortir de scène encore en larmes pour avoir joué un rôle un peu émouvant et déposer leur masque. Comme les femmes ont une sensibilité plus soudaine et qui est plus à la disposition de leur volonté que la sensibilité des hommes, comme elles ont, pour parler ainsi, plus de souplesse dans le cœur que les hommes, elles réussissent mieux que les hommes à faire ce que Quintilien exige de tous ceux qui veulent se mêler de déclamer. Elles se touchent plus facilement que des passions qui leur plaît d'avoir. En un mot, les hommes ne se prêtent pas d'aussi bonne grâce que les femmes au sentiment du personnage qu'ils veulent jouer. Ainsi, quoique les hommes soient plus capables que les femmes d'une application forte et d'une attention suivie, quoique l'éducation qu'ils reçoivent les rende encore plus propres qu'elle a bien à apprendre, tout ce que l'art peut enseigner, on a vu néanmoins depuis 60 ans sur la scène française un plus grand nombre d'actrices excellentes que d'excellents acteurs. Depuis que le théâtre de l'opéra est ouvert en France, on n'y a point vu d'hommes exceller dans l'art de la déclamation propre pour accompagner une récitation ralentie par le chant autant que Mademoiselle Rochois. De notre manière de réciter la tragédie et la comédie. Puisque le but de la tragédie est d'exciter la terreur et la compassion, puisque le merveilleux est de l'essence de ce poème, il faut donner toute la dignité possible aux personnages qui la représentent. Voilà pourquoi l'on habille aujourd'hui communément ces personnages de vêtements imaginés à plaisir, et dont la première idée est prise d'après l'habit de guerre des anciens Romains, habit noble par lui-même et qui semble avoir quelque part à la gloire du peuple qui le portait. Les habits des actrices sont ce que l'imagination peut inventer de plus riche et de plus majestueux. Au contraire, on se sert des habits de ville, c'est-à-dire de ceux qui sont communément en usage pour jouer la comédie. Les Français ne s'en tiennent pas aux habits pour donner aux acteurs de la tragédie la noblesse et la dignité qui leur conviennent. Nous voulons encore que ces acteurs parlent d'un ton de voix plus élevé, plus grave et plus soutenu que celui sur lequel on parle dans les conversations ordinaires. Toutes les négligences que l'usage autorise dans la prononciation des entretiens familiers leur sont interdites. Cette manière de réciter est plus pénible à la vérité que ne le serait une prononciation approchante de celle des conversations ordinaires. Mais outre qu'elle a plus de dignité, elle est encore plus avantageuse pour les spectateurs qui, par son moyen, entendent mieux les vers. Les spectateurs, qui la plupart sont assez éloignés du théâtre, auraient trop de peine à bien entendre des vers tragiques, dont le style est figuré, s'ils étaient récités plus vite et plus bas, surtout lorsque ces spectateurs verraient une pièce pour la première fois. Une partie des vers leur échapperait, et ce qu'ils auraient perdu les empêcherait souvent d'être touchés de ce qu'ils entendraient. Il faut encore que les gestes des acteurs tragiques soient plus mesurés et plus nobles, que leur démarche soit plus grave, et que leur contenance soit plus sérieuse que les gestes, les démarches et le maintien des personnages de comédie. Enfin, nous exigeons des acteurs de tragédie de mettre en un air de grandeur et de dignité dans tout ce qu'ils font, comme nous exigeons du poète qui les fait parler de le mettre dans tout ce qu'il leur fait dire. Aussi voyons-nous qu'au sentiment général des peuples de l'Europe, les Français sont ceux qui réussissent le mieux aujourd'hui dans la représentation des tragédies. Toutes les fois qu'a cessé l'émulation paraît à sa place le sens de l'humain. Les Italiens, qui nous rendent justice sans trop de répugnance quand il s'agit des arts et des talents, où ils ne se piquent pas d'exceller, disent que notre déclamation tragique leur donne une idée du chant ou de la déclamation théâtrale des anciens que nous avons perdue. En effet, à juger de la déclamation des Romains et par conséquent de celle des Grecs sur la scène, parce qu'en dit Quintilien, la récitation des anciens devait être quelque chose d'approchant de notre déclamation tragique. La scène des Romains s'était formée sur celle des Grecs.
C'est de quoi nous parlerons plus au long dans le traité de la musique des anciens qu'on trouvera à la fin de cet ouvrage. Il est assez établi en Europe, comme je l'ai déjà dit, que les Français qui depuis 200 ans composent les meilleures pièces dramatiques, qui paraissent aujourd'hui, sont aussi ceux qui récitent le mieux les tragédies et qui savent les représenter avec le plus de décence. En Italie, les acteurs récitent la tragédie du même ton et avec les mêmes gestes qu'ils récitent la comédie. Le coturne n'y est presque pas différent du soc. Dès que les acteurs italiens veulent s'animer dans les endroits pathétiques, ils sont outrés aussitôt. Le héros devient un capitan. Je ne dirai qu'un mot des tragédies des poètes italiens faites pour être déclamées. Elles sont autant au-dessous des pièces de Corneille et de Racine que les moins mauvais de nos poèmes épiques sont au-dessous du Roland furieux de l'Arioste et de la Jérusalem délivrée du Tasse. Ou par désespoir d'y réussir, ou par d'autres motifs que je ne devine point, il paraît que les Italiens négligent depuis longtemps la poésie dramatique. La Mandragore de Machiavel, l'une des meilleures comédies qui ait été faite depuis Terence, et qu'on ne prendrait jamais pour une production d'esprit née dans le même cerveau, où sont écloses tant de réflexions si profondes sur la guerre, sur la politique et principalement sur les conjurations, et demeurait en Italie une pièce unique en sa classe. La Clitz du même auteur lui est bien inférieure. Je ne crois pas que durant le cours du XVIIe siècle, les presses d'Italie nous aient donné plus d'une trentaine de tragédies faites pour être déclamées, elles qui dans ce temps-là mirent au jour tant d'ouvrages d'esprit. Du moins n'en ai-je pas trouvé un plus grand nombre dans les catalogues de ces sortes d'ouvrages que des Italiens illustres dans la République des Lettres ont donné depuis 20 ans, à l'occasion des disputes qu'ils sont soutenus pour l'homme de leur nation. Les poètes dramatiques italiens ne composent plus guère que des opéras en comparaison desquels toute l'Europe dit que les bons opéras français sont des chefs-d'œuvre d'esprit, de bon sens et de régularité. L'abbé Gravina fit imprimer à Naples, il y a environ 30 ans, 5 tragédies composées et faites pour être déclamées. Ce sont Palamède, Andromède, Appius Claudius, Papinien et Servius Tullius. Il se plaint élégamment dans la préface en vers qu'il mit à la tête de ces tragédies que Melpomène, pour qui la scène fut inventée, n'y paraisse plus en Italie que comme une suivante de Polymnie. Enfin, qu'elle ne s'y montre plus que comme la vieille esclave de la peinture et de la musique et de la sculpture. Et au lieu d'utiliser ses propres ressources, elle doit avoir recours aux artifices des chanteurs, peintres et statuaires, dont elle est devenue la ville esclave, celle qui sur eux avait le plus grand empire et pour qui la scène fut inventée, joue aujourd'hui un rôle mineur et infime.